Les plus anciens relevés climatiques continus dont nous avons connaissance proviennent de l'hospice du col du Grand Saint-Bernard dans les Alpes, grâce aux moines qui, en septembre 1817, ont commencé à enregistrer régulièrement les températures et les précipitations à cet endroit. À plus large échelle, ce n'est qu'à partir de 1880 que l'on commence à disposer d'enregistrements complets des observations climatiques. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce possible de connaître le climat, et en particulier les températures, bien avant l'existence des thermomètres, il y a des milliers, voire des millions d'années. La reconstruction et l'interprétation des conditions climatiques du passé constituent le domaine de la paléoclimatologie. L'une des tâches fondamentales des paléoclimatologues est la recherche et l'analyse de ce qu'on appelle des proxys climatiques, c'est-à-dire des observations alternatives qui varient avec la température. Pour comprendre comment ça marche, prenons en considération un proxy couramment utilisé pour reconstruire le climat des derniers milliers d'années, les anneaux de croissance ou cernes des arbres. Vous savez probablement qu'on peut souvent déterminer l'âge d'un arbre en comptant le nombre de cernes dans son tronc. Cela parce que, au printemps, les arbres produisent un bois de couleur claire, formé par des cellules de grande taille capables d'emmener beaucoup d'eau et de nutriments aux feuilles qui poussent. Mais, à la fin de l'été, la croissance ralentit, les cellules deviennent plus petites et leurs parois plus épaisses. Ce bois tardif constitue la portion foncée du cerne. En hiver, lorsque les températures baissent, l'arbre entre en hibernation et ne produit plus de nouvelles cellules, jusqu'au printemps successif, lorsque la phase végétative reprend avec du bois de couleur claire. Or, il se trouve que le taux de croissance des arbres dépend fortement des conditions environnementales telles que l'humidité, la température, la qualité du sol. Le bois de chaque cerne devient alors témoin des conditions climatiques de l'année. Après de nombreuses études, les scientifiques ont pu établir qu'à certaines conditions, en mesurant l'épaisseur et la densité des cernes dans certains arbres, les conifères par exemple, on peut se faire une idée assez précise des températures dans la région au fil du temps. Comme pour la plupart des proxys, ce processus se fait en 2 étapes. D'abord, il faut faire une calibration, c'est-à-dire il faut s'assurer que l'échelle proposée est effectivement en mesure de prédire avec précision la température. Pour faire cela, on compare les données issues de l'étude des cernes avec les observations des années plus récentes et pour lesquelles on a de mesures directes de la température. Une fois qu'on est confiant que le modèle est capable de reproduire la réalité, on peut remonter plus loin dans le temps et appliquer la méthode à des périodes pour lesquelles on n'a pas d'observation directe. Ainsi, puisqu'il n'est pas rare d'avoir des arbres qui datent de quelques milliers d'années, grâce aux cernes, on peut se faire une idée des températures à partir du Moyen Âge. Bien sûr, la correspondance entre le proxy et la température n'est jamais parfaite, car des facteurs autres que la température peuvent intervenir, des incendies par exemple ou des maladies. Mais en multipliant les études et en améliorant la quantité et la qualité des données, on peut toutefois atteindre un bon niveau de confiance sur les reconstructions. C'est pour cela que le plus souvent, les reconstructions climatiques n'utilisent pas un seul proxy, mais une combinaison de proxys différents. En effet, il existe plusieurs types de données qui peuvent aider les paléoclimatologues dans leur reconstruction. Certaines données sont qualitatives, comme par exemple la présence de sédiments de type glaciaire ou au contraire des sédiments typiques d'un climat aride, ou encore la présence dans les archives géologiques de fossiles ou de pollen qui peut nous indiquer des espèces qui privilégient un climat plutôt qu'un autre. D'autres proxys sont quantitatives et se basent sur des données géochimiques et notamment sur les isotopes d'oxygène O16 et O18. Qu'est-ce qu'un isotope? Regardons cela de plus près. Comme tous les éléments, les atomes d'oxygène sont constitués par un noyau qui contient des protons et des neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre d'électrons et de protons est fixe pour chaque élément. Dans le cas de l'oxygène, un atome neutre a toujours 8 protons et 8 électrons. Au contraire, le nombre de neutrons peut varier légèrement. La très grande majorité d'atomes d'oxygène possèdent 8 neutrons. Mais il existe également des atomes dont le noyau contient 9 ou 10 neutrons. Ainsi, on a 3 variations ou 3 isotopes différents du même élément.
Notez qu'il s'agit ici d'isotopes stables, c'est-à-dire d'isotopes qui, au contraire des isotopes radioactifs, vont garder leur configuration atomique dans le temps et ils ne vont donc pas spontanément perdre des neutrons. On désigne les différents isotopes d'un élément par leur masse atomique. Je vous rappelle que les protons et le neutron ont chacun une masse de 1, lorsque les électrons ont quasiment pas de masse. Ainsi, un atome d'oxygène qui contient 8 protons et 8 neutrons a une masse atomique de 16. On parle donc de l'isotope O16. Les atomes qui ont 10 neutrons auront une masse de 8 plus 10, 18. Dans ce cas, on aura affaire avec l'isotope O18. Ces différents isotopes de l'oxygène sont présents non seulement dans l'oxygène moléculaire qu'on trouve dans l'air, mais dans toutes les molécules qui contiennent de l'oxygène, comme par exemple les molécules d'eau. Vous savez certainement qu'une molécule d'eau est composée par 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Puisque l'isotope O16 est le plus fréquent, la grande majorité de l'eau est formée à partir de cet isotope. Mais il y a aussi des molécules d'eau formées avec de l'eau 18. L'isotope O17 est très rare et donc les molécules qui contiennent de l'eau 17 sont si rares qu'on va les ignorer pour le reste de la vidéo. Maintenant, puisque l'eau 18 est plus lourd que l'eau 16, les molécules d'eau avec l'eau 18 sont légèrement plus lourdes que les molécules avec l'eau 16. Cette différence de masse fait ainsi que les 2 isotopes bougent différemment à l'intérieur du cycle de l'eau. En effet, lors de l'évaporation, les molécules avec l'eau 16, plus légères, ont besoin de moins d'énergie pour quitter l'eau et passer comme vapeur dans l'air. Ainsi, lorsque le soleil chauffe les océans, l'eau qui s'évapore contient davantage d'eau 16 que d'eau 18, ce qui fait potentiellement augmenter la proportion d'eau 18 dans les océans. Toutefois, normalement, la vapeur d'eau condense et retombe en partie directement dans les océans et en partie sur la Terre. Si cette précipitation a lieu sous forme de pluie, la quantité d'eau qui s'évapore est compensée par l'eau qui finit par retourner dans les océans et le rapport initial entre O16 et O18 est rétabli. Au contraire, si au lieu de tomber sous forme d'eau, la vapeur forme de la neige et reste sur le continent, par exemple stockée dans des glaciers, la concentration d'O18 dans la mer augmente. Ainsi, on peut établir une relation directe entre les températures, l'étendue des glaces sur la Terre et les variations de la concentration d'O18 dans les océans. Pour estimer les températures dans le passé, il nous suffit donc de connaître comment cette concentration a varié au fil du temps. Heureusement, cette information est contenue dans les archives géologiques, en particulier grâce à des micro-organismes qui vivent dans l'eau depuis plus de 500 millions d'années, appelés foraminifères. Ces organismes sécrètent des minuscules coquilles de calcite et pour faire cela, ils prennent des atomes d'oxygène qui se trouvent dans l'eau. Ainsi, le rapport entre le 18 et le 16 dans les coquilles est le même que celui de l'eau dans laquelle les foraminifères vivent. À leur mort, les coquilles de foraminifères se déposent au fond de la mer ou du lac et sont, au moins en partie, préservées dans les sédiments. En analysant ces sédiments, et en particulier la composition isotopique des coquilles de foraminifères, les géologues sont donc en mesure de reconstruire les variations du rapport O16-O18 dans le temps, et donc d'estimer les températures dans un passé très lointain, c'est-à-dire jusqu'à plusieurs centaines de millions d'années. Il existe beaucoup d'autres proxys. On peut par exemple mesurer directement la composition isotopique dans les bulles d'air préservées dans la glace. On peut analyser les produits de l'altération dans les dépôts alluviaux ou encore les anneaux des coraux. Dans cette vidéo, j'ai préféré présenter 2 proxys plus en détail plutôt que de faire une liste exhaustive de toutes les possibilités. Mais s'il y a un autre proxy qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on pourra faire peut-être une autre vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ou à nous mettre un like et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo.